Bonjour à tout le monde. Donc, on va commencer la partie sur les protocoles de routage RIP. Voilà, donc, on va voir le fonctionnement des RIP. Donc, on avait vu la généralité sur les protocoles de routage. D'accord? Donc, on avait vu qu'il y a des catégories de protocoles de routage dynamique selon les domaines où les protocoles là sont utilisés, si c'est dans les systèmes autonomes ou bien si c'est entre des systèmes autonomes. Voilà. Donc, on a classifié des protocoles en tant que IGP ou bien EGP. Voilà. Donc, RIP est un protocole de routage IGP utilisé au sein d'un système autonome. Donc, on avait vu aussi qu'on peut classifier les protocoles en termes de distance vecteur ou bien link state. Donc, RIP là est un protocole classifié distance vecteur parce qu'il est basé sur la notion de hop count, d'accord, qui est voilà, une métrique voilà, basée sur le vecteur de distance. Donc, c'est le nombre de sauts que RIP utilise comme métrique. Donc, il y a deux versions du protocole RIP. Il y a la version 1 et la version 2, RIP V1 et RIP V2. Donc, leurs fonctionnements sont similaires, leurs configurations aussi sont similaires, mais il y a des différences principales entre RIP version 2 et RIP version 1 qu'on va voir. Donc, les objectifs de ce cours, c'est d'abord de comprendre les principes de base des protocoles de routage RIP, donc d'identifier les similarités entre RIP V1 et RIP V2, voilà, et de pouvoir aussi dire quelles sont les différences entre RIP V1 et RIP V2, et savoir faire la configuration, voilà, donc du protocole RIP. D'accord? Donc ici, on va avoir un aperçu du protocole de routage RIP. Donc RIP, c'est Routing Information Protocol. Voilà, donc on dit RIP ou bien voilà, RIP selon ce que vous voulez. Donc RIP, Routing Information Protocol. Donc RIP est un protocole de routage IGP, Interior Gateway Protocol, parce qu'il est utilisé à l'intérieur d'un système autonome. Voilà, donc RIP n'est pas utilisé comme protocole de routage entre des systèmes autonomes. C'est à l'intérieur des systèmes autonomes. Donc on dit que c'est un IGP. Donc si vous l'utilisez voilà, dans un domaine que vous contrôlez entièrement, d'accord, voilà. Si vous utilisez un protocole de routage à l'intérieur d'un domaine que vous contrôlez entièrement, on dit que c'est voilà, c'est un IGP. Donc c'est un système, disons, un protocole utilisé dans un système autonome. Donc entre des systèmes autonomes, c'est voilà, un autre problème. D'accord? Donc RIP est un exemple de protocole IGP. Mais RIP est un protocole de routage qui est adapté à des petits réseaux. Donc il est adapté à des petits réseaux et que ce soit RIP V1 ou V2, quand on a des réseaux voilà, de grande taille, donc mieux vaut ne pas utiliser RIP, il faut utiliser d'autres protocoles tels que OSPF ou bien ASAS. Et donc, au niveau voilà, des petits réseaux, RIP, ça fonctionne très bien. Voilà. Donc, on va voir déjà qu'avec la notion de hop count là, donc le diamètre du réseau est limité, d'accord, à 15 maximum, parce que sinon, on va avoir des problèmes de routage.
Voilà, donc RIP, VM et BD là sont utilisés dans les cas où on a des réseaux qui sont vraiment des petites tailles. Donc RIP utilise les protocoles IDP donc pour faire des échanges des informations de routage, c'est-à-dire que quand les informations vont être échangées entre les routeurs, donc c'est à travers les protocoles IDP. Donc on a dit qu'il y a essentiellement des protocoles des couches transport. Donc il y a TCP et IDP. Donc ça veut dire que RIP là c'est un protocole de quelle couche? C'est un protocole de couche? Non. RIP c'est un protocole de couche. Voilà, couche 5. D'accord? Couche application. Oui, parce qu'on dit que ça utilise UDP. Donc, ça veut dire que c'est couche application. Donc, déjà, les protocoles de routage aussi, il y en a qui vont se situer en couche application. D'autres peuvent se situer en couche réseau, couche 3. D'autres peuvent se situer même en couche 2. Vous voyez? Donc, ça dépend du protocole. Voilà. Donc, il y en a qui se situent en couche application, d'autres vont se situer en couche 3, d'autres vont se situer en couche 2. Voilà. Donc, RIP, il est au niveau de couche application. Par contre, OSPF va être au niveau de couche 3. Et ASAS va être au niveau de couche 2. Donc, il y a différents protocoles et chaque protocole a ses spécificités. D'accord? Donc, RIP supporte des mécanismes pour protéger contre les boucles de routage. Voilà, donc les boucles de routage. Donc, il y a des mécanismes comme les split horizon et il y a aussi les mécanismes de poison reverse et triggered updates. D'accord? Donc, ce sont des mécanismes qui permettent d'éviter les problèmes de boucles de routage. Donc, au niveau des RIP, donc lorsque on a initialisé chaque routeur, d'accord, ben chacun au départ, en fait, n'a pas toutes les informations sur les réseaux, d'accord. Voilà, lorsqu'on active RIP sur le routeur, bon, ce qu'il va connaître d'abord, ce sont les informations, les routes directes, d'accord. Chaque routeur va directement connaître les routes directes à son niveau, d'accord. Il ne connaît pas autre chose. Maintenant, dès qu'on configure RIP sur lui, il va d'abord commencer à faire une requête. Voilà, donc il va demander au voisin de lui envoyer leur information de routage. D'accord? Voilà, donc il envoie un message, une requête, et donc les voisins vont répondre en donnant une réponse. Voilà. Donc la requête comprend des données et la réponse aussi va comprendre des données. Et donc, les routeurs là, RTA et RTB ici, sur le dessin, ben, ils doivent être voisins directs. D'accord? C'est que les deux routeurs ne vont pas communiquer, voilà, à travers RIP s'ils ne sont pas voisins directement. D'accord? Il faut que tu sois directement connecté avec un voisin pour communiquer avec un routeur pour communiquer avec lui. D'accord? Chacun envoie ses requêtes. D'accord? Donc, la requête est diffusée et donc les voisins qui sont directement connectés vont recevoir et ils vont envoyer les réponses. Et donc, c'est basé sur ce principe-là que les tables de routage vont être formées. Donc, chacun connaît déjà des routes directes à son niveau. Maintenant, en demandant les informations aux autres routeurs, on arrive à avoir les informations sur tous les autres réseaux. D'accord?
Donc ici, par exemple, supposons que RTA et RTB, d'accord, sont connectés directement, donc sont des voisins RIP, d'accord, et RTA connaît le réseau N1 et connaît le réseau N2, connaît le réseau N3, d'accord. RTB, lui, il connaît le réseau N4. Maintenant, s'ils échangent leurs informations de routage, c'est-à-dire que RTA va envoyer sa table de routage à RTB et RTB aussi va faire la même chose, va aussi envoyer sa table de routage à RTA. D'accord? Donc, ce qui va faire que RTA va piocher certaines informations qui sont ces RTB que lui, il ne connaît pas d'abord. Par exemple, ici, RTA ne connaît pas le réseau N4. RTB aussi ne connaît pas N1, N2, N4. Donc maintenant, à la réception de la table de routage de RTB, ben, RTA va ajouter le réseau N4, voilà, dans sa table de routage. Et il va dire que pour joindre ce réseau N4 là, il faut passer par RTB. D'accord? Il met RTB comme le next hop. D'accord? Et RTB aussi fait pareil. Donc il va regarder, dans j'ai reçu la table de routage de RTA, il y a N1, N2, N3 là-dedans. Et chez moi, je n'ai pas N1, N2, N3. Donc je vais les mettre dans ma table de routage. Voilà. Et donc, RTA et RTB maintenant sont au même niveau d'information parce qu'ils ont fait des échanges et chacun a la totalité des informations. Maintenant, si on a plus de routeurs, ça se fait de la même façon, mais de proche en proche. C'est-à-dire que ça va prendre un peu de temps que les informations se propagent parce qu'il y a des phases pour les échanges. D'accord? Par exemple, les routeurs, ils ne changent pas de façon anarchique les tables de routage. C'est-à-dire que chacun attend une certaine durée, par exemple 30 secondes. Chacun attend 30 secondes. Il envoie sa table de routage à ses voisins. Et donc, les voisins maintenant vont voir quelles sont les nouvelles informations qu'eux ne connaissent pas. Ils vont piocher ça et mettre ça dans leur table de routage. Voilà. Donc, si le réseau est très grand, bon, le temps que les informations se propagent et que tous les routeurs soient au même niveau d'information, ça peut prendre beaucoup de temps parce que c'est chaque 30 secondes que les échanges vont être faits. D'accord? Donc ici, nous avons une comparaison entre RIP V1 et RIP V2. Donc RIP V1 est un protocole de routage classful. Ça veut dire qu'il est basé sur les classes définies par défaut. Donc les masques associés au réseau sont les masques par défaut, c'est-à-dire les 255.0.0.0 pour les adresses de classe A. Voilà, 255.255.0.0 pour les classes B, 255.255.255.0 pour les adresses de classe C. D'accord? Donc, dans RIP V1, en fait, à chaque fois qu'on donne un réseau, automatiquement, on comprend que ça, là, il est accompagné du masque par défaut. Voilà. Donc, on ne peut pas faire des sous-réseaux. Voilà. Donc, les sous-réseaux là, avec RIP V1, ça ne prend pas en compte. Ça prend en compte seulement les masques par défaut. On dit que c'est classful. D'accord? Maintenant, lorsqu'on est dans classless, ça veut dire qu'on casse cette notion de masque par défaut là et on peut faire des sous-réseaux et on peut avoir maintenant des sous-réseaux de longueur variable. Voilà. Donc, ça permet d'avoir un découpage plus fin donc des réseaux.
Donc, dans RIP V1, classe full, et on envoie les messages, c'est-à-dire que les routeurs, là, quand ils vont échanger des messages, ils font de la diffusion. D'accord? C'est-à-dire que si j'envoie ma table de routage, en fait, je diffuse ça sur les réseaux. Et donc, tous mes voisins vont recevoir une copie de mes informations. D'accord? Voilà. Donc, dans ces cas, on n'a pas la possibilité dans RIP V1 de sélectionner les destinataires. On fait de la diffusion. Donc, dans RIP V1 aussi, il n'y a pas de notion d'authentification. C'est-à-dire que les routeurs, ils vont s'échanger les informations sans authentification. Mais généralement, parfois, on a besoin de faire une authentification entre les routeurs. D'accord? On a besoin de faire une authentification. On n'a pas envie que notre routeur communique avec n'importe quel routeur comme ça sans authentification. Donc, si on a besoin d'authentification, ce n'est pas RIP V1 qu'il faut utiliser parce qu'on n'a pas la possibilité de mettre une authentification dans ces cas-là. Maintenant, RIP V2, contrairement à RIP V1, est classless. D'accord? Ça veut dire qu'il peut prendre en compte les notions de des sous-réseaux. Voilà, donc les masques de longueur variable. Donc, RIP V2 permet de soit envoyer les messages par diffusion, mais aussi il est possible d'envoyer les messages par multicast, c'est-à-dire on envoie seulement au groupe de routeurs qui sont concernés. Donc, on ne va pas envoyer à tout le monde. Voilà. Donc, les routeurs qui exécutent RIP V2, c'est à eux seulement qu'on va envoyer ces messages-là dans les systèmes autonomes. D'accord? Et donc, il y a une adresse multicast particulière, d'accord, qui est utilisée pour RIP V2. D'accord? C'est le 224, ce n'est pas 240. Ça, c'est une erreur. C'est 224.0.0.9. Donc, une adresse multicast, c'est une adresse de groupe. D'accord? Donc, chaque routeur va avoir sa propre adresse IP et tout ça. Mais il y a l'adresse de groupe. Le groupe là permet de dire, il y a tous ceux qui font RIP V2. D'accord? Voilà. Et donc, il y a d'autres adresses multicast aussi qui identifient d'autres groupes. Donc, généralement, tous les protocoles qui utilisent les multicast, il y a déjà des adresses multicast qui sont dédiées à ces protocoles-là. D'accord? Donc, dès qu'on active les protocoles sur les routeurs, il va envoyer en fait ces messages multicast-là à cette adresse-là. Et donc, tous les autres routeurs qui sont dans les mêmes groupes-là vont recevoir. Donc, RIP V2, lui, va supporter l'authentification. Voilà. Donc, l'authentification en plein texte ou bien MD5. Donc, MD5, c'est une authentification avec un algorithme assez difficile à déchiffrer. Plein texte, ça veut dire que le mot de passe va être échangé en clair. D'accord? En clair, c'est que quelqu'un qui intercepte le truc, il peut lire le mot de passe. Donc, il y a un format de message pour RIP V1 et V2. Donc, le format de message de RIP V1 est le suivant. Donc, il y a la commande, d'accord, qui désigne est-ce que c'est une requête ou bien si c'est une réponse. C'est-à-dire que le format des messages là, lorsqu'on envoie ces messages, on aura un pour message, deux pour réponse. Donc, il y a la version qui va indiquer si c'est RIP V1 ou bien si c'est RIP V2. Donc, les formats des messages là se ressemblent, mais il y a des parties qui ne vont pas avoir les mêmes informations.
D'accord? Voilà, donc RIP, la version c'est soit V1 ou V2. Et ensuite, voilà, bon, il y a beaucoup de champs qui ne sont pas utilisés. Voilà, il y a beaucoup de champs qui ne sont pas utilisés dans le format de message RIP V1. D'accord? Voilà, ça, ce n'est pas utilisé. Tout est à 0, 0. Ensuite, on va juste avoir l'adresse IP. D'accord? L'adresse IP, donc du réseau, ici. Et donc, on n'a pas besoin du masque parce que c'est le masque par défaut qui est. Voilà. C'est le masque par défaut qui est utilisé. D'accord? Voilà. Et ici, on a la métrique. La métrique, c'est voilà, le hop count, c'est-à-dire le nombre de routeurs qu'il y a entre une source et un réseau de destination. D'accord? Donc, c'est le hop count, le nombre de sauts qu'on fait avant d'arriver à la destination. Donc, ce n'est pas la distance réelle, mais c'est une information voilà, simplifiée sur cette notion de distance-là. Voilà, donc on peut avoir beaucoup d'informations comme ça dans un, voilà, dans un message RIP V1. Voilà, donc ça c'est une entrée, d'accord, du message. Donc on peut avoir jusqu'à 25. Donc s'il y a plus, ça veut dire que ça va être envoyé voilà, en une séquence de plusieurs messages. Chacun pouvant contenir jusqu'à 25 entrées. Donc, dans RIP V2 aussi, on a les mêmes champs. Hein. On a la commande, on a version, d'accord? On a toujours voilà, des champs qui sont non utilisés. Maintenant, dans la partie, voilà, ici, on a l'adresse du réseau, mais on a aussi le masque des sous-réseaux. Voilà, on a aussi le masque des sous-réseaux et on a l'adresse du Nexo. Voilà, ce sont des informations qu'on n'avait pas dans RIP V1. D'accord? Et on a la métrique. La métrique, c'est toujours la même. C'est le nombre de sauts avant d'arriver à la destination. Hein? Ouais. La commande, c'est requête ou réponse. D'accord? C'est les routeurs, quand on va les initialiser, ils vont faire une requête. C'est-à-dire demander à leurs voisins de leur envoyer leurs informations de routage. Donc, la réponse va contenir maintenant une table de routage des voisins. Et donc, bon, il y a des détails par rapport au fonctionnement de tout ça. Voilà, mais pour aller un peu vite, donc on va voir comment on fait la configuration. Donc, ça, c'est un exemple de base de configuration du RIP. D'accord? Donc, vous avez vu hier que quand on avait fait, non pas hier, c'est avant-hier. Voilà, vous avez vu quand on a fait la topologie là, avec les 8 routeurs, là, ça nous a demandé quand même un effort important de configurer des routes statiques à gauche, à droite. Et bon, c'est un peu compliqué. Parce que tu as beau réfléchir à tout, il y a des parties que tu vas oublier. D'accord? Donc, la configuration n'est pas facile. Voilà. Donc, techniquement, ce n'est pas difficile, mais le travail que tu vas faire là, c'est un travail qui est répétitif et, voilà, et il est possible de faire facilement des erreurs. D'accord? Donc, si on a ça et qu'on active un protocole de routage dynamique, ben, ce protocole de routage-là, maintenant, va se charger, quelle que soit la complexité du réseau, ben, de faire le travail à la place de l'administrateur. D'accord? Voilà. Donc, si on a un réseau de taille raisonnable, on peut faire RIP. Donc, ici, là, voilà, avec les RIP, ça marche très bien. D'accord? Bon, même si on a beaucoup plus. Hein. Donc, quand on dit les réseaux de taille raisonnable, on ne dit pas forcément 2-3 routeurs aussi. Hein. On peut avoir beaucoup plus que ça. Donc, pour activer les RIP sur un routeur, ben, on va en System View et on tape tout simplement RIP. D'accord? Si on tape RIP, ben, on rentre dans la vue RIP. Ici, on voit il y a RIP 1. Ça veut dire
RIP, processus numéro 1. D'accord? Bon, on peut en fait avoir plusieurs processus RIP sur les mêmes routeurs. D'accord? Voilà. Donc, si on tape seulement RIP, on ne met pas de numéro de processus, donc ça va mettre 1 par défaut. D'accord? Donc, pour que des routeurs communiquent à travers RIP, il faut que leurs numéros de processus soient les mêmes. Voilà, le numéro de processus, c'est comme voilà, une identification de groupe. Hein? Voilà, donc c'est comme si on a un groupe séparé, quoi. Parce que plusieurs personnes peuvent être en train de parler RIP, mais il y a, voilà, dans des groupes différents. Donc, si on met un numéro de processus 1, voilà, ce sont que les routeurs qui sont dans voilà, qui ont le numéro de processus 1 qui communiquent. D'accord? Donc, si j'ai fait RIP 2, celui qui est dans le processus 2 ne communique pas avec celui qui est dans le processus 1. D'accord? Donc, le numéro de processus, bon, on ne va pas trop rentrer dans les détails, mais ça permet de, voilà, d'identifier des, voilà, des sous-groupes. Voilà. D'accord? Ça veut dire que, bon, il y a des gens qui parlent, maintenant ils sont dans un groupe entre eux. Et ce groupe est identifié numéro 1, par exemple. D'accord? Voilà. Et maintenant, on peut choisir la version du RIP. Donc, on peut faire RIP version 2. D'accord? Bon, la configuration de la version 1, elle est triviale. D'accord? Ça se fait pareil. Hein? D'accord? Voilà, ça se fait pareil, mais sauf que vous n'aurez pas des sous-réseaux. Voilà, vous ne pourrez pas faire, voilà, il ne tient pas compte en fait voilà, des sous-réseaux. Donc ici, je peux faire RIP version 2 et la commande network là, j'ai dit au routeur là, bon, il faut échanger les informations sur ces réseaux-là avec tes voisins. Voilà, donc j'active le RIP, je précise la version, j'utilise version 2, d'accord? On peut faire version 1 aussi, hein. Voilà, j'utilise version 2 et j'utilise la commande network pour identifier, pour donner les réseaux, d'accord, qui doivent être publiés, d'accord? Mais ici, que ce soit RIP V1 ou RIP V2, on ne donne pas les masques, on donne les réseaux avec leur voilà, masque par défaut. Par exemple, ici, on veut que ce réseau-là soit publié, le 172.16.1.1/32. Mais on va mettre, c'est une adresse, c'est un réseau de, voilà, classe B, d'accord? Voilà, par défaut, c'est un réseau de classe B. Donc, on va mettre 172.16.0.0. D'accord? Ben, celui-là, c'est classe C par défaut. Donc, on met 192.168.1.0. D'accord? Voilà. Donc, en fait, on donne les réseaux avec les masques par défaut. D'accord? Donc, en fait, on a vu bien que dans les formats de messages pour l'IPv2, il y a bien les masques là-dedans. Voilà. Il y a bien les masques. Mais dans la commande network, on n'utilise pas les masques. Ça veut dire que dans la configuration des interfaces là, l'IPv2 est capable d'aller extraire ces informations de masques là et mettre dans les messages. D'accord? Voilà. Mais dans la configuration, hein, on ne précise pas les masques. On donne les réseaux avec les masques par défaut. D'accord? Donc, RTA, il connaît ces réseaux-là, les 172.16.1.1/32. Il connaît aussi les réseaux 192.168.1.0/30. D'accord? Voilà. Ça veut dire que RTA, par défaut, il va connaître ces réseaux. Pourquoi? Parce qu'il est directement connecté. D'accord? RTA est directement connecté. Donc, RTA, c'est comment joindre ces réseaux-là. Donc, par route directe, là, on a accès à ces deux-là. Maintenant, on est en train de dire à RTA, bon, il faut informer les autres de ces deux réseaux-là aussi. Voilà. Maintenant, si on n'utilise pas la commande network là, sur ces réseaux, ça veut dire que RTA ne va pas les annoncer à ses voisins. Donc, il ne va pas dire à ses voisins que je connais le réseau 192, par exemple.
D'accord? Donc, si on veut qu'un réseau soit annoncé aux voisins, on utilise la commande network. Donc, ici, RTB aussi, d'accord, connaît les réseaux 192.168.1.0. Il connaît aussi les réseaux 192.168.2.0. Donc, on va dire à RTB aussi, bon, on active d'abord RIP, on donne la version et on va dire, voilà, donc annonce les réseaux 192.168.1.0, annonce aussi les réseaux 192.168.2.0. Voilà. Et sur RTC aussi, on va faire la même chose. On va dire annonce le réseau 192 et annonce les réseaux 10. D'accord? Voilà. Donc, une fois qu'on fait cette configuration-là, ben, on n'a pas à faire autre chose. Automatiquement, les routeurs là vont eux-mêmes échanger les informations de routage. Voilà. Donc, même s'il y a 10 routeurs, ben on fait des configurations simples comme ça et tout le reste de l'activité va se faire de manière simple. Voilà. Donc, ça a l'avantage de soulager l'administrateur des configurations des routes statiques fastidieuses. Ça va, c'est bon? Voilà, donc en termes de configuration, dans le fonctionnement du protocole, bon, il y a beaucoup de choses à dire. Maintenant, en termes de configuration, pour que voilà, tout fonctionne facilement, ben, c'est pas compliqué. Donc, on active les RIP, on donne la version et on utilise Network pour dire à chaque routeur quels sont les réseaux qu'il doit annoncer à ses voisins. Donc ici, si on fait display RIP, donc display RIP, donc ça va afficher en fait voilà, les informations du RIP quoi, sur le routeur en question. D'accord? Donc ici, ça nous donne ici RIP process 1. Ça veut dire que ce routeur-là, il est dans le processus numéro 1 qui tourne. Et la version du RIP, c'est RIP version 2. Donc, la préférence ici, c'est 100. Donc, on a dit que chaque route a une préférence, a une métrique, un coût, mais une préférence. En termes d'égalité entre les coûts, on regarde les préférences. Et donc, la route qui a la plus petite préférence est la plus préférée. D'accord? Voilà. Donc, il y a d'autres informations qui sont les update time. D'accord? Donc, les update time, c'est le temps que chaque routeur va prendre pour envoyer en fait les informations de routage à ses voisins. D'accord? C'est-à-dire que chaque 30 secondes, je dis OK, j'envoie mes informations à mes voisins pour qu'ils aient voilà, mes informations actualisées. D'accord? Voilà, ça c'est les update time. Chaque routeur fait la même chose. À chaque 30 secondes, il va envoyer ses informations à ses voisins et chaque voisin va sélectionner les informations qui l'intéressent. Voilà, parce qu'on ne va pas tout prendre, parce qu'il y a déjà peut-être des informations qu'on connaît, et chaque routeur connaît soi-même. Et donc, quand il reçoit des informations des voisins, il sélectionne selon des critères bien définis. Il va sélectionner voilà, les routes qui l'intéressent. Voilà. Il va faire soit des mises à jour, soit il va supprimer des choses. Voilà, soit il y a des choses qui n'existent pas chez lui, il va les ajouter. D'accord? Ça, c'est l'update time. Maintenant, le aging time, c'est 180 secondes. C'est-à-dire que les informations aussi deviennent obsolètes quoi, à un moment donné. D'accord? Parce qu'un réseau peut exister à un moment donné et à un autre moment, il n'existe plus. D'accord? Donc, si un routeur attend jusqu'à 180 secondes, il n'a aucune information sur une route donnée. Par exemple, le routeur, il a appris une route à travers un de ses voisins. Donc, le voisin lui a dit, je connais telle route. Donc, lui, il a mis la route dans sa table de routage. Donc, ça veut dire que pour aller vers les réseaux donnés,
il doit passer par ses voisins-là. D'accord? Maintenant, comme le voisin, à chaque 30 secondes, lui envoie les informations, d'accord? Ça lui permet de savoir, d'accord, quand est-ce que cette route n'est plus valable, quoi. D'accord? Ça lui permet de savoir quand est-ce que la route là n'est plus valable. Donc maintenant, c'est au bout de 180 secondes, quand le routeur, bon, je vais partager un écran blanc là. Je pense que ça sera plus. Voilà, un tableau blanc. Voilà. Donc, supposons que nous avons un routeur RTA ici, un routeur A, et nous avons un routeur B, d'accord, qui sont connectés. Supposons que lui, il dit que moi, je connais le réseau 122.1.0.0/16 par exemple. D'accord? Donc, RTA là connaît le réseau 122.1.0.0/16. D'accord? Donc, il a annoncé ça à B. Et donc, dans la table de routage de B, quelque part, on va voir le réseau 122.1.0.0/16. D'accord? Et A va dire en fait que pour joindre, disons, B va dire que pour joindre ces réseaux, il faut passer par A, parce que c'est A qui lui a informé de l'existence de ces réseaux-là. D'accord? Voilà. Donc, à chaque 30 secondes, A va envoyer sa table de routage à B. D'accord? Donc, B va toujours regarder la table de routage de A. Il va voir que la route est là-dedans. D'accord? Donc, si la route est là-dedans, B va se dire, ah, ok, c'est bon, la route est valide parce que celui qui m'a envoyé la route là connaît toujours la route. Voilà, il connaît toujours la route pour aller vers les réseaux. Donc, je garde. D'accord? Mais si jamais A a envoyé sa table de routage, à un moment donné, A envoie sa table de routage et ces réseaux-là ne figurent pas là-dedans. D'accord? Ces réseaux ne figurent pas là-dedans. Donc, comme c'est lui qui m'a envoyé, si ce n'est pas lui dans sa table de routage, ça veut dire que il ne connaît plus. D'accord? Donc, B aussi ne va pas garder cette information-là. D'accord? Parce que celui qui lui a envoyé ne l'a plus dans sa table de routage. Donc, B aussi ne va plus garder parce que A lui-même ne connaît plus. D'accord? Maintenant, il se peut que pour des raisons ou une autre, A n'envoie même plus voilà, sa table de routage à B pendant un temps assez important. D'accord? Par exemple, si A, pour des raisons de coupure de réseau ou autre chose, fait jusqu'à 50 secondes, n'envoie pas sa table de routage, d'accord? Au bout de 30 secondes, A ne va pas supprimer. Voilà, parce qu'il sait que A, il est possible que B ne va pas supprimer, il est possible que A lui envoie l'information à nouveau. D'accord? Donc, si c'est au bout de 50 secondes, ça va. D'accord? Il va dire, OK, c'était juste un retard, je garde l'information. Maintenant, si A fait jusqu'à 180 secondes, il n'a pas envoyé d'information, d'accord, à B, bon, B va commencer à s'inquiéter. Bon, est-ce que les informations que j'ai apprises de A sont toujours valides? Parce que ça fait quand même un temps que je n'ai pas reçu d'informations de A. Donc, les routes là qu'il m'a envoyées, est-ce que ce sont des routes qui sont valides? D'accord? Donc, au bout de 180 secondes maintenant, on va commencer à dire que bon, ces routes-là sont vieilles, quoi. Voilà, sont âgées, aging time. Donc, les routes-là, on va les considérer comme étant des routes qui sont vieilles. D'accord? Voilà, ces routes-là vont toujours être gardées
d'accord, dans la table de routage, mais on va considérer que ce sont des routes qui sont, voilà, qui ne sont pas très fraîches, d'accord. Et maintenant, à partir des 180 secondes, on va démarrer un autre compteur, d'accord. On démarre un autre compteur qui est 120 secondes, qui est le garbage collection time, d'accord. Donc, au bout des 180 secondes, on attend encore 120 secondes. Si on attend 120 secondes et que finalement, A n'a toujours pas envoyé d'information à B, B va dire maintenant, OK, bon, c'est bon, je vais supprimer, d'accord, les routes là qui viennent de A, de ma table de routage. Voilà. Donc, on supprime toutes les routes là qui venaient de, voilà, de A et qui ont atteint les, voilà, les 180 plus les 120 secondes. Donc, 300 secondes. Donc, si une route atteint 300 secondes sans être mise à jour, ben on la supprime quand même. Voilà. D'accord? Ça permet à ce que des routes qui ne sont plus accessibles restent pendant longtemps dans la table de routage. Voilà. Puisque c'est une information qui se propage de proche en proche et que c'est celui qui te donne l'information, voilà, qui est ton ex-op, c'est par lui que tu dois passer normalement. Donc, si lui ne connaît pas la route, donc toi, tu n'as pas de raison de garder, voilà, l'information. Donc, tu peux supprimer l'information. Donc, le update time, le aging time et le garbage collection time sont utilisés en fait pour, voilà, gérer, hein, donc l'intervalle de temps auquel on envoie, on échange les informations et aussi le vieillissement des, voilà, des routes. D'accord? Donc, à chaque fois qu'on reçoit l'information, ben, on va réinitialiser encore. On va réinitialiser encore. Par exemple, je connais une route, ben, au bout de 30 secondes, je reçois l'information sur la route, ben, je redémarre encore les compteurs du, voilà, du aging time. D'accord? Voilà. Et quand on atteint maintenant les 180 secondes, on va démarrer le compteur du garbage collection time. Voilà. D'accord? OK, donc on va repartir sur nos... OK, voilà. Donc ces trois timers-là, hein, sont importants. D'accord? Mais nous, dans un premier temps, on ne va pas, voilà, trop aller dans ces détails-là. Et donc ici, on voit aussi que les réseaux voilà, publiés par ces routeurs-là, c'est les 1.0 et les 16.0.0. Donc, on peut afficher les routes voilà, apprises par RIP ici. Si on fait display RIP 1 route, d'accord, c'est comme on affiche les routes qui sont apprises par, voilà, à travers RIP. Donc, ce n'est pas la table de routage, d'accord. En fait, dans chaque protocole, on a une table de routage qui est spécifique à ces protocoles-là, d'accord. Mais il y a la table de routage qui est en fait l'ensemble des routes qui sont utilisées actuellement. Parce qu'on a plusieurs routes qui vont être apprises par tel ou tel protocole, mais toutes ces routes ne sont pas utilisées par les routeurs. C'est-à-dire que le routeur, il va sélectionner les meilleures routes qu'il met dans sa table de routage. Mais chaque protocole va avoir, voilà, une table de routage, c'est-à-dire une table où on a les routes apprises par ces protocoles-là. D'accord? Donc ici, on a voilà, les routes apprises par ces protocoles, c'est la destination vers la route vers le réseau 2.0 ici, d'accord? La route vers le réseau 10.1.1/32, d'accord? On a les nexos ici et on a le coût,
D'accord? Le coût, là, c'est le hop point. C'est le nombre de sauts entre la source et la destination. C'est-à-dire combien de routeurs, voilà, sont entre la source et les réseaux de destination. Ça, c'est le coût. C'est le hop point. Voilà. Bon, on peut configurer la version du RIP, hein, d'accord? On peut faire RIP version 2 et on peut explicitement dire RIP version 2 multicast, c'est-à-dire même si on utilise la version 2, on ne veut pas que ça soit par broadcast, on veut que ça soit par multicast. Donc, on peut préciser ça. Bon. Oui, ça se configure sur une interface. Hein? Oui, exactement, oui. Non, tu vas dans l'interface view. Voilà, tu rentres dans l'interface d'abord et tu fais RIP version 2. Voilà, multicast. Parce que c'est spécifique à l'interface. La version 2, là, elle est faite dans la vue RIP. D'accord? Donc, l'agrégation, on peut faire l'agrégation de routes dans RIP version 2. Donc, l'agrégation de routes, c'est le fait d'agréger plusieurs sous-réseaux avec une seule adresse de réseau. D'accord? Voilà, avec une seule adresse de réseau. Par exemple, si on a des sous-réseaux accessibles à travers un routeur, par exemple, à travers un routeur donné, on a des sous-réseaux, on a pris un réseau, par exemple, 192.168.1.0. On a fait plusieurs sous-réseaux avec ces réseaux-là. D'accord? Tous ces sous-réseaux sont joignables à partir du même routeur. Donc, à partir de l'extérieur, en réalité, donner les routes vers chacun des sous-réseaux de manière indépendante n'est pas intéressante. Donc, on peut donner la route vers les réseaux agrégés, qui est par exemple le 192.168.1.0. Et maintenant, à partir de quand on arrive sur les routeurs, d'accord, ce routeur maintenant peut savoir que bon, cette adresse-là est dans le réseau, le sous-réseau 0, ou bien sous-réseau 16, ou bien sous-réseau 32, selon le découpage qu'on a fait, voilà, de notre sous-réseau. Donc, l'agrégation, ça consiste à prendre plusieurs sous-réseaux et trouver une adresse de réseau qui englobe en fait tous ces sous-réseaux-là. Voilà. C'est ça l'agrégation. Donc, l'agrégation de route ne marche pas sur RIP V1. D'ailleurs, on a dit que RIP V1 est classe, voilà, classe full, d'accord? Et RIP V2, voilà, lui, il supporte l'agrégation, d'accord? Voilà, donc l'agrégation est faite même de manière, voilà, automatique, d'accord? Donc ici, quand l'agrégation des routes est faite de manière automatique, voilà ce que ça nous donne. Par exemple, ici, on a RTA qui connaît voilà, le réseau 16.1.1, 16.1.2, 16.1.3. En fait, tout ceci-là, on peut les agréger dans les réseaux 16.0.0/16. D'accord? Voilà, on peut les agréger dans ces réseaux-là. Donc, c'est-à-dire qu'à partir de RTB, ce n'est pas la peine de donner une route vers ces réseaux-là et une autre route vers ces réseaux, une autre route vers ces réseaux. On va juste dire que pour joindre
ces réseaux, c'est-à-dire tout ce qui peut être contenu dans celui-là, il faut passer par RTA. Donc maintenant, quand on arrive sur RTA, RTA va pouvoir faire la différence. Il va pouvoir savoir est-ce que c'est par ici qu'on va, est-ce que c'est là, est-ce que c'est là. D'accord? Donc pour ne pas charger la table de routage de RTB inutilement, ben, on va dire à RTB que pour joindre en fait ces réseaux, il faut passer par RTA. Donc l'agrégation de routes, ça permet de simplifier la table de routage. Donc si l'agrégation est automatique, bon, ça nous fait quand même des agrégations très grossières. Vous voyez, bon, ça, ça marche, hein, c'est une agrégation qui marche. Parce que ceci-là peuvent être considérés comme voilà, des réseaux qui s'agrègent en celui-là. D'accord? Voilà. Mais bon, ça, c'est une agrégation très grossière. Mais on peut faire une agrégation manuellement aussi. Voilà, pour faire. Voilà. Bon, parfois, on peut vouloir voir en fait les routes individuelles. Là. Dans ce cas, on va désactiver l'agrégation automatique. Voilà. Donc, si on, voilà, donc on désactive en faisant undo summary, d'accord? Donc, l'agrégation ne va plus être faite. Donc, s'il y a des routes individuelles, donc, toutes ces routes-là vont apparaître dans la table de routage. Mais quand on fait l'agrégation, c'est une seule route qui va apparaître dans la table de routage. Voilà. Donc, on peut faire une agrégation manuelle. D'accord? Donc, l'agrégation manuelle, ici, par exemple, bon, on a dit l'agrégation en faisant les réseaux 172.16.0.0. Ça, c'est vraiment trop, voilà, trop grossier, quoi. D'accord? Voilà. Donc, on peut faire une agrégation. On peut dire, voilà, il faut agréger tous les réseaux. Par exemple, on peut dire, bon, agréger tous les réseaux 172.16.10 avec les masques slash combien? Ça, c'est quoi? Slash 30? Voilà, 30. Voilà, slash 30, c'est la même chose que 255, 255, 255.252. Voilà, parce que quand on prend 30, voilà, 30, voilà, disons, voilà, quand on prend 30 bits, donc le masque là va être celui-là. D'accord? Voilà. C'est-à-dire qu'il reste juste deux, voilà, 2 bits. D'accord? Alors, donc ça c'est l'agrégation. Donc en fait, quand on vous donne des adresses IP, d'accord, quand on donne des adresses IP pour pouvoir faire l'agrégation, ben, on peut mettre ces adresses-là en binaire. D'accord? On les met en binaire et on regarde la plus longue correspondance entre ces adresses IP-là. D'accord? Par exemple, ici, là, vous voyez les 172.16.0.1.1. Voilà, ça correspond. Le premier octet correspond, le deuxième octet correspond, le troisième octet correspond. Donc, une agrégation qui marche, ça peut être celui-là. Donc, on va faire... Donc, on a ça, 172.16.1.1/32, d'accord? Et on a ici 172.16.1.2. Ensuite, on a 172.16.1.3.
Donc, une agrégation possible, on peut dire, ben, toutes ces adresses-là se ressemblent sur 16 bits. D'accord? Donc, 172.16.0.0/16 est une bonne agrégation. Voilà. Donc, ça peut être utilisé comme agrégation. D'accord? On peut aussi utiliser 172.16.1 parce que sur les 3 octets, là, toutes ces adresses-là sont identiques. D'accord? Donc, le point 16.1 slash combien? Voilà, slash 24. Donc, ça, c'est aussi une bonne agrégation pour ces adresses-là. D'accord? Maintenant, on peut aller plus loin. En réalité, si on écrit même ceci là en binaire, les 1, 2, 3 là, si on les écrit en binaire, ça va être 0, 0, 0, 0, 0, 1. D'accord? Bon, puisque ceci là sont identiques déjà comme ça, on met juste ces parties là en binaire pour voir. Donc ici, ça va faire 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0. D'accord? Ici, ça va faire 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1. D'accord? Voilà. Donc, les 3 premiers octets là sont identiques. Maintenant, sur les derniers octets aussi, on voit qu'il y a jusqu'à 6 bits sont identiques. Voilà. 6 bits sont identiques. D'accord? Donc, ça veut dire que 24 plus 6 là, voilà, slash 30 aussi est une bonne agrégation. Mais si je veux prendre un bit supplémentaire, ça ne marche pas parce que ici, là, ce 0 n'est pas le même que 1. Voilà. Et ce 1 là n'est pas le même que ce 0. D'accord? Voilà. Donc, ces adresses-là correspondent sur combien? Sur 30 bits. Ça veut dire que quand on les met en binaire, là, tous les 30 bits qui se suivent vont être identiques. Maintenant, il y a 2 seulement qui vont varier, voilà, en fonction des adresses. D'accord? Donc, le 172.16.1.0 slash 30. Voilà. Donc, ça aussi, c'est une bonne agrégation. D'accord? Donc, il n'y a pas une seule agrégation pour des adresses IP, quoi. On peut avoir plusieurs agrégations possibles. Maintenant, la meilleure agrégation dans ce contexte, c'est celui-là. C'est l'agrégation qui va être la plus fine, quoi. Voilà. D'accord? Donc, on peut aussi modifier la préférence des RIP. Hein? D'accord? Voilà, dans RIP, on peut modifier la préférence, ici en mettant 150. Voilà, et désormais, les préférences des routes vont être 150. La préférence des RIP, là, ça peut aller de 1 à 255. D'accord? Donc, on peut aussi importer des routes. Donc, l'importation des routes, ça marche entre protocoles. D'accord? Un routeur peut exécuter différents protocoles. D'accord? Un routeur peut faire RIP avec d'autres routeurs, il peut faire OSPF avec d'autres routeurs, il peut faire ASAS avec d'autres routeurs. Donc, selon la capacité du routeur, beaucoup de protocoles peuvent tourner en même temps sur le même routeur. D'accord? Donc, on peut importer certaines informations obtenues par d'autres protocoles dans d'autres protocoles. Par exemple, ici, dans notre RIP, là, d'accord, on peut importer les routes
direct. Voilà. On peut dire, bon, à ces routeurs, il faut importer toutes les routes que tu as apprises par le protocole direct, c'est-à-dire que tu as appris directement. D'accord? Voilà. C'est-à-dire toutes les routes vers les réseaux qui sont directement connectés. D'accord? Ou bien on peut lui dire, importe toutes les routes, c'est-à-dire il faut importer toutes les routes que tu as appris par le protocole OSPF, c'est-à-dire que tu as communiqué avec OSPF avec d'autres routeurs. D'accord? Il faut importer toutes ces routes-là. D'accord? Et tu peux échanger ça avec les autres routeurs avec lesquels tu parles ASAS ou bien. Hein? Ou bien, voilà. Oui, tout à fait. Et pour chaque protocole, on peut avoir plusieurs processus. Voilà. C'est-à-dire que quand le routeur fait RIP, il peut faire RIP 1 avec certains routeurs, et quand il fait RIP 2, c'est d'autres routeurs. D'accord? Voilà. Donc un routeur peut faire RIP 1 avec certains routeurs. C'est comme quelqu'un qui peut appartenir à plusieurs groupes en même temps. C'est-à-dire je peux parler Bambara. D'accord? Voilà, dans deux groupes différents. Mais je peux parler aussi Sénoufo dans un autre groupe. Voilà. Et même les Sénoufo aussi, je peux avoir plusieurs groupes avec lesquels ce ne sont pas des dialectes, mais c'est juste des groupes séparés, quoi. Voilà, c'est que j'ai 5 routeurs voisins ici avec qui je parle RIP. J'ai 5 autres routeurs avec lesquels je parle OSPF. D'accord? Maintenant, pour le OSPF, là, j'ai 2 groupes. J'ai un premier groupe qui contient 3 routeurs où on est dans OSPF 1. J'ai un autre groupe où on a 5 routeurs où on parle OSPF 2. D'accord? Donc, les 1 et 2, ce n'est pas des dialectes, c'est juste des groupes, quoi, des niveaux de processus différents. Ça veut dire que ce sont des conversations différentes, quoi. Voilà. Et donc, l'information qui est apprise dans le 1 et dans le 2 n'est pas échangée automatiquement, voilà, entre les 1 et 2. Donc, si on veut que ça soit échangé, il faut que l'administrateur, voilà, utilise la commande import. C'est-à-dire, bon, tu as appris des routes avec OSPF 2, il faut les importer dans OSPF 1. Ou bien tu as appris des routes avec RIP, il faut les importer dans OSPF 1. D'accord? Voilà, donc on utilise la commande import. Donc ici, on est dans RIP, on fait import route direct. Ça veut dire importe toutes les routes directes dans RIP, quoi. D'accord? Et on peut donner le coût. Ici, on met cost 100. Parce que quand on importe les routes directes là comme ça, leur coût va être combien? 0. La route directe, le coût c'est 0. La préférence c'est 0 aussi. D'accord? Maintenant, on peut dire, bon, importe les routes directes, mais tu mets un coût de 10 à chaque route voilà, directe. D'accord? Donc, il y a aussi les métriques sur les interfaces. D'accord? Il y a des métriques sur les interfaces. Il y a les métriques in et il y a les métriques out. Donc, métrique in là, ça veut dire qu'à la réception d'une route sur cette interface là, automatiquement, tu considères que la métrique là, c'est 5. Voilà. C'est-à-dire, quelle que soit la métrique avec laquelle la route arrive, toi, tu vas dire que bon, on le remplace par 5. Voilà. Et donc, quand c'est reçu, on ajoute 1, ça fait 6. D'accord? Et il y a aussi métrique out. Ça veut dire que la métrique à la sortie, ça veut dire qu'on considère que toute route qui va sortir, d'accord, qui va sortir par cette interface-là, on considère que la métrique c'est 4. Voilà. Et donc, on envoie la route là avec la métrique 4.
Bon, il y a d'autres commandes RIP là, telles que l'authentification, d'accord? Et aussi le sens de la configuration, de la communication sur une interface. C'est-à-dire qu'une interface RIP peut communiquer dans plusieurs sens possibles. C'est-à-dire qu'il peut communiquer seulement dans les sens des sorties. C'est-à-dire que lui, il peut envoyer des sorties, d'accord? Ou bien il peut juste recevoir, voilà, input, ou bien il peut faire les deux. Il peut envoyer et recevoir, ou bien l'interface peut être silencieuse, silent interface, d'accord? Voilà, donc il y a ces différents commandes là aussi. On peut configurer l'authentification, mais on peut aussi agir sur les sens de communication de l'interface. Si on tape RIP input output, ça veut dire que l'interface peut envoyer des informations aux autres, mais peut aussi recevoir des informations venant des autres. Si on met que input, ça veut dire qu'il ne fera que recevoir. Il ne va pas envoyer, voilà, les infos. Et si on met seulement output, ça veut dire qu'il va seulement envoyer, il ne va pas recevoir. Ok, donc ça c'est une intro rapide sur le RIP. Donc pour la configuration, donc ce que je vous demande de comprendre, c'est voilà, qu'est-ce que c'est que RIP, d'accord? Les caractéristiques de RIP, la comparaison entre RIP V1 et V2, d'accord? Et savoir faire la configuration, d'accord? Bon, il y a plusieurs détails dont on n'a pas parlé ici, d'accord? Tels que la façon dont on met à jour les routes, quand le routeur reçoit la table de routage, voilà comment les mises à jour sont effectuées, d'accord? Voilà, donc si on arrive à faire des configurations, c'est très bien. Voilà. Ok, donc très bien pour cette partie.